Salut les amis, bonsoir chers frères, bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bonsoir ingénieur Georges, j'espère que vous également, vous allez très très bien. Nous allons continuer nos séries des formations. Ce n'est qu'hier, on avait commencé une nouvelle séance, des formations sur le bâtiment RP5. C'est un bâtiment justement à usage d'appartement que nous avons commencé ensemble avec vous. Mais cette fois-ci, ce que nous sommes en train de faire, ce n'est qu'une formation de calcul des structures en béton armé, mais plutôt à la main. C'est-à-dire, à travers cette formation, vous serez très très calé, vous allez bien maîtriser les enjeux, mais aussi les paramètres qu'il faut afin de dimensionner une structure à la main. Puisque comprenez que je l'ai dit déjà au début de cette formation, le calcul des structures, c'est un cours très très pertinent. C'est un cours très avantageux pour un ingénieur BTP, mais aussi pour un ingénieur civil, et pourquoi pas aussi un architecte. Puisque dès que vous maîtrisez les calculs des structures déjà à la main, c'est un atout, puisque ça va justement vous aider de manière à ce que vous ne soyez pas limité au cas où vous n'avez pas d'électricité, ou bien vous êtes dans un milieu où c'est pratiquement impossible ou bien compliqué d'utiliser un ordinateur. Donc, l'ingénieur est censé de maîtriser aussi les calculs des structures à la main pour ne pas se rendre limité. Voilà, donc au début de cette formation sur le pack complet, comme je l'ai dit, pack complet de béton armé, les calculs des structures à la main, d'un appartement R+5. Le premier chapitre, on avait vu ensemble avec vous la généralité ou les généralités justement à ce qui concerne le projet. C'était justement dans le premier chapitre, on a vu l'introduction générale. C'est là où on avait essayé un peu de parler dans sa globalité en fait le projet. Et aussi, j'avais donné des grandes lignes à ce qui concerne ce que nous sommes appelés à faire, c'est-à-dire le plan de travail et tout ce qui va avec. Alors aujourd'hui, nous allons débuter le premier chapitre. Le premier chapitre de cette formation, nous allons voir en fait les calculs de la dalle. Comment est-ce qu'on calcule une dalle à la main? C'est ce que nous allons voir. Alors, ce que j'aimerais vous demander déjà, c'est une formation purement pédagogique, où ça demande beaucoup de réflexion, mais aussi, il faudrait que je sois un tout petit peu rapide, puisque pour éviter de manière à ce que la vidéo soit très très longue, comprenez que s'il faut commencer à écrire au même moment, expliquer, voilà, machin, ça va être vraiment compliqué. Alors, je fais de mon mieux pour essayer un peu de créer des contenus un peu résumés, ok, pour me permettre à ce que je parle un peu beaucoup, mais que j'écrive moi, justement pour aller un peu rapide. Donc, si vous êtes prêts les amis, restez connectés et suivez-moi juste après ces génériques. Les amis, je l'ai dit déjà au début de cette formation, nous allons donc démarrer ensemble avec vous. Prenez note s'il faut que vous puissiez le faire. Cherchez ne fût-ce qu'un petit cahier, mais aussi un stylo qui pourra vous aider à noter quelques grandes lignes par rapport à ce que nous allons faire ici. Mais aussi, s'il faut poser des questions, peut-être en aparté ou carrément, vous pouvez me laisser toutes vos questions. Je pourrai tout simplement répondre au moment opportun. Alors, je vais faire un tout petit peu une marche en arrière pour vous montrer rapidement le projet en question. Alors, regardez en fait les projets que nous sommes en train d'exploiter. Ça, c'est tout simplement la vie en plan aménagée. Donc, premier étage, deuxième, troisième, quatrième et cinquième, puisque c'est un plan type. C'est un plan type. Vous avez des appartements de part et d'autre. Voilà, donc il y a justement une case d'escalier, mais aussi une case d'ascenseur. Mais sa particularité, au milieu ici, vous avez donc ce qu'on appelle justement en vide mezzanine. Vous avez dans les corridors de l'autre côté, porche et puis vide mezzanine.
Alors, s'il faut jeter rapidement aussi un petit coup d'œil à ce qui concerne les vues en plan côté. Ici, par exemple, vous avez la vue en plan côté, premier étage, deuxième, troisième, quatrième et cinquième, puisque c'est un bâtiment R+5. Ok, vous avez donc toutes les dimensions y afférentes. Et de l'autre côté également, je peux vous présenter maintenant la vue en plan côté rez-de-chaussée. Au niveau du rez-de-chaussée, vous avez exactement l'hall commercial et puis aussi une porche de rampe, justement pour permettre à ce que l'accessibilité soit facile à tout le monde. Et puis vous avez des boutiques, une pharmacie de l'autre côté et aussi là, ainsi que le dépôt pharmaceutique et tout ce qui va avec. C'est vraiment un bon plan, c'est un plan un peu condensé mais qui reflète la réalité. Voilà, donc je pourrais également vous montrer les perspectives. Je crois que au chapitre 0, je vous avais montré quelques perspectives pour essayer un peu d'aller rapidement. Et nous allons passer directement au vif du sujet. Alors, à part ça également, je vais vous montrer les documents que nous sommes en train d'utiliser. C'est tout simplement le BAEL. C'est le BAEL 91 modifié 99 DTI associé. Alors, comme je l'ai dit justement au début, là nous sommes en train de travailler sur la dalle. Alors, pour ceux qui veulent beaucoup plus jeter un coup d'œil, faire des vérifications par rapport à tout ce que nous allons voir, je vous prierai tout simplement d'aller jeter un coup d'œil dans le livre de BAEL, comme je l'ai dit, BAEL 91 modifié de 99, chapitre 3, là où on a parlé justement de l'étude statique des poutres et de la dalle. Et vous aurez donc tout ce que nous allons faire. Voilà, ici également, vous avez dans la dalle plancher, ok, puisqu'il s'agit bien sûr d'une dalle plancher. Voilà. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, une fois que vous vous retrouvez devant vos vues en plan, avant de prédimensionner d'abord une dalle, l'ingénieur est censé au moins de maîtriser ce qu'il faut faire. Vous voyez, c'est très important. C'est très important de maîtriser ce qu'il faut faire, puisque si par contre que vous ne saviez pas très bien ce qu'il faut faire, eh ben, ça serait un peu compliqué aussi pour vous de bien procéder. Alors, en titre de définition, si je peux quand même placer également un mot là-dessus, ok, voilà, ce qu'on appelle en réalité une dalle, c'est quoi? Comprenez seulement qu'une dalle est une structure plane dont l'épaisseur E est justement de loin inférieure aux deux autres dimensions, c'est-à-dire à sa longueur et à sa largeur. C'est d'une manière un peu simple. Hein? Et la dalle étant horizontale est souvent soumise à des charges verticales descendantes. Elle est toujours armée à sa partie inférieure au moyen justement d'un quadrillage d'armature constitué par des nappes superposées et orthogonales. Alors, si la dalle par exemple est encastrée sur ses appuis, elle comporte également à sa partie supérieure ce qu'on appelle des armatures justement chapeaux. Des armatures chapeaux, donc c'est très important, des barres chapeaux. Alors, à ce qui concerne maintenant l'utilisation, alors déjà il faut comprendre que l'élément utilisé, ok, l'élément utilisé, généralement dans ces projets, donc nous allons utiliser ou nous utiliserons tout simplement un plancher constitué justement d'une dalle associée, ok, associée à des poutres principales et secondaires, ok, qui est donc le plus courant pour les bâtiments industriels ou les bâtiments d'habitation. Ok, donc par rapport à notre cas, c'est que nous allons utiliser ici. Alors, déjà en termes de plancher, vous pouvez jeter un coup d'œil, donc lisez clairement ce document. C'est un document très riche qui pourra vous aider de bénéficier de beaucoup. Alors, sans trop de bavardage, j'aimerais passer directement à ce qui nous concerne. Alors, qu'est-ce que je fais premièrement? D'autant plus que je connais très bien mes vues en plan, ok, mes vues en plan côté et tout ce qui va avec. Alors, avant de dimensionner ou prédimensionner d'abord ma dalle, je suis obligé de tracer ce qu'on appelle justement donc un plan de poutraison. L'ingénieur travaille avec un plan de poutraison. Comprenez qu'un plan de poutraison est différent, ok, le plan de poutraison est différent justement d'une vue en plan. C'est différent. Quand on dit un plan de poutraison, c'est-à-dire on fait allusion directement
à des poutres. Ok, donc comprenez vraiment que c'est différent. Généralement, des fois, je reçois également des questions auprès de mes collègues ainsi que d'autres amis, ok, qui me posent ce genre de questions. En général, est-ce qu'il y a une différence entre un plan de poutraison et d'autres types de plans? Comprenez qu'un plan de poutraison, comme je l'ai dit, donc, est différent. Ok? Alors, une fois que l'ingénieur trace le plan de poutraison, et c'est en fonction de ça maintenant que l'ingénieur est censé donc travailler. Alors, justement, pour essayer un peu de comprendre la réalité, sachez en réalité que en plan de poutraison, ok, c'est tout simplement le plan d'exécution donnant justement la nomenclature et précisant l'implantation des éléments constructifs, ok, constitutifs d'un plancher à poutre ou à poutrelle. Ça, c'est d'une manière globale. Mais dans notre cas ici, maintenant, le plan de poutraison est fonction de quoi? C'est justement pour comprendre la délimitation justement de nos panneaux. Voici le plan de poutraison que moi j'ai eu à tracer. Alors, il y a deux manières pour tracer un plan de poutraison. Généralement, c'est un plan qu'on trace d'axe en axe. Ok, d'axe en axe pour avoir beaucoup plus de la précision. Mais vous allez voir que d'autres ingénieurs aussi ont souvent l'habitude de tracer le plan de poutraison exactement comme un plan, donc comme une vue en plan. Ok? Alors, voici le plan de poutraison. Alors, pour bien travailler sur le plan de poutraison, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous allez voir que c'est à peu près comme une vue en plan, mais ce n'est pas vraiment une vue en plan. Vous voyez quand même la différence? Regardez la vue en plan, regardez de l'autre côté. Un plan de poutraison, c'est justement les plans des références des poutres. Ça vous donne directement une idée de la manière dont les poutres vont passer justement sur la dalle. Ok? Les poutres vont passer justement, donc, je dirais bien en dessous de la dalle. Que ce soit les poutres principales ou les poutres secondaires. Alors, ici, maintenant, ce que je fais, c'est quoi? Je trace d'abord le plan de poutraison. Et puis, la deuxième des choses à faire, c'est quoi? Ce plan de poutraison doit être coté. Donc, j'ai remis exactement la cotation ici. La cotation de plan de poutraison. Et après, maintenant, ce plan de poutraison également doit être numéroté. Donc, j'ai numéroté mes panneaux. OK? Ça me donne au moins une idée claire de comprendre en réalité si j'ai combien de panneaux, ok, à vérifier ou à calculer. Voilà. Alors, une fois que vous avez tracé les plans de poutraison, vous avez coté les plans de poutraison, vous avez nommé ou numéroté aussi les plans de poutraison. Alors, ce qu'il faut faire maintenant, c'est quoi? Là, maintenant, je peux directement passer tout simplement à l'étape suivante. Le calcul de la dalle proprement dite. Alors, déjà, à ce niveau, ce qu'il faut comprendre, c'est comme je vous avais dit depuis hier, est que le bâtiment que nous sommes en train de calculer, c'est un bâtiment R+5, ok, qui est bien sûr couvert par une dalle terrasse, mais une dalle terrasse accessible. Raison pour laquelle, à ce qui concerne même l'épaisseur de la dalle, je vais adopter donc justement le même épaisseur de la dalle avec la dalle d'habitation. Donc, comment faire maintenant les calculs, l'évaluation? D'abord, calcul de la dalle terrasse, ok, comme je l'ai dit, et d'appartement, c'est-à-dire la dalle terrasse pour la couverture et la dalle d'appartement, donc la dalle d'habitation. Alors, comment maintenant faire l'évaluation des charges? Alors, pour évaluer, donc justement, pour évaluer les charges, il faut savoir d'abord, il faut maîtriser ce qu'on appelle également le poids propre de la dalle. Il faut maîtriser les poids propres de la dalle. Puisque vous le savez que un élément en béton armé, c'est un élément qui pèse, donc il faudrait que vous puissiez tenir également compte de son poids propre. Alors, justement, il faut comprendre également pour les dalles continues, l'épaisseur courante de la dalle est donnée justement par la formule suivante. Le L, ok, X sur 35 inférieur ou égal à l'épaisseur inférieure ou égale à L prime, disons comment L X sur 24. Ou également, c'est la même chose, Lx sur 35 inférieur ou égal à H0. Les H0 ici représentent tout simplement, ok, comme je l'avais dit, représente directement donc l'épaisseur justement de la dalle. Ok? Souvenez-vous bien, hier j'avais tracé un truc. Le H0 n'est pas différent. Le H0 que vous voyez ici n'est pas différent de l'épaisseur ici. Ok? Ça représente tout simplement l'épaisseur de la dalle. Ok? Alors, maintenant, par définition, déjà, pour avoir une idée claire, il faut savoir que le Lx, que représente maintenant le Lx ici, le Lx étant que la largeur
du plus grand panneau. Donc, la dalle de référence est celle qui a donc justement une grande dimension donc. OK? Alors, je vais faire d'abord marche en arrière rapidement. Alors, déjà, ce qu'il faut savoir ici, avant de prédimensionner ma dalle, je dois chercher d'abord le panneau de référence. Je suis obligé de chercher le panneau de référence. Alors, le panneau de référence, c'est arrivé à dire quoi? Le panneau de référence n'est rien d'autre que le panneau ayant donc de grandes dimensions. Alors, si je vérifie ici, vous allez comprendre avec moi que le panneau ayant de plus grandes dimensions, c'est le panneau. C'est ces panneaux. OK, panneau 1. Et puis, nous avons également les panneaux 7. OK, panneau 7. Pourquoi pas aussi panneau 2. Et puis panneau 5. OK? Puisque si vous regardez ici, vous allez voir que suivant la direction des X, ça fait 4,15 m. Dans l'autre direction ici, ça fait donc 3,85 m. 3,85 m. Vous voyez? Mais tandis que ici, ça fait 4 mètres. De l'autre côté, 3,85 m. Mais là, c'est 4,15 m. Alors, raison pour laquelle vous allez voir ici, qu'est-ce que j'ai dit ici? Je vais bien mentionner que, étant donné que la largeur du plus grand panneau, donc, la dalle de référence est celle qui a une grande dimension. Donc, Lx est égal justement à 4,15 m. Donc, le Lx que je vous ai montré ici. Je ferai de mon mieux pour ne pas être rapide. Le Lx est là. OK, c'est un bâtiment symétrique. Donc, c'est la même chose. Lx. Et puis, tandis que maintenant, le Ly ici est de 4,10 m. Le Ly ici, voilà, il faut entrer ici. OK, vous avez donc le Ly de 4,10 m. OK, de 4,10 m. OK, alors, regardez. La référence que moi j'ai choisie ici, ce n'est pas par rapport à ces panneaux. Mais parmi le grand panneau, j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça. Mais le vrai panneau de référence ici, les 4,10 m et 4,15 m et 4,10 m, c'est les deux panneaux que vous voyez ici. C'est le panneau 11 et le panneau 16. OK, pourquoi? Puisque le panneau 16, sa longueur suivant la direction des X, ça fait 4,10 m. Sa largeur suivant la direction des Y, ça fait 4 mètres. Donc ça fait 4,15 m. Et là, ça fait 4,10 m. Identique que ces panneaux ici. OK? Donc c'est pour dire que les deux panneaux de référence, c'est ça et ça. 11 et 16. Donc, je peux rentrer rapidement ici. Voilà. Alors, aussitôt que je maîtrise bien, déjà donc, je connais le panneau de référence, eh bien, je peux directement évoluer. Alors, étant donné que je vous ai dit déjà, je vous ai donné en fait la formule, afin de prédimensionner rapidement la dalle, comme vous le savez. Donc, pour prédimensionner la dalle, justement, la formule est que le Lx sur 35 doit être inférieur ou égal à l'épaisseur, inférieur ou égal à Lx sur 25. OK? Donc, je vais prendre rapidement d'abord ma calculatrice. Alors, le panneau de référence, c'est le panneau que je tracé également ici. Alors, nous allons rapidement remplacer donc nos valeurs par la formule que vous voyez ici. Lx sera égal à combien ici? Donc, ça sera égal à 4 mètres, 4 mètres 15 et 4 mètres 10. Alors, je prends ça maintenant en centimètres. Donc, j'aurai 415 centimètres que je vais donc diviser. OK, je vais diviser par 35. Ça me fait 11,85. OK, ça fait 11,85. Et puis maintenant, je prends également 4 mètres 15, donc 415 cm. Je divise également par 25. OK, ça me fait 16 mètres 6. Donc l'intervalle varie entre les deux. Ça varie entre 18 points. OK, 70 quelques. OK, jusqu'à 15, jusqu'à 16 je crois. Attendez, je vais vérifier encore. Jusqu'à 16,6. C'est ça l'intervalle. Alors la formule nous dit que l'épaisseur doit être comprise entre les deux valeurs. Alors, à ce qui me concerne ici, j'ai choisi directement une épaisseur de 15 cm pour la dalle. Donc, voici les 15 que vous voyez ici. OK? Le 15 que vous voyez ici. L'épaisseur de la dalle trouvée maintenant est de 15 cm. Donc là, je viens de prédimensionner d'abord la dalle. Alors, une fois que l'épaisseur est trouvée, maintenant, je vais faire quoi ici?
là, je sais très bien que l'épaisseur est trouvée. OK? Tout en sachant que mes dalles de référence ici, ou mes panneaux de référence, c'est le panneau numéro 11 et panneau numéro 16. C'est génial. Alors, maintenant, je vais passer directement à l'évaluation des charges. L'évaluation des charges, c'est tellement simple. Ce n'est pas compliqué, les amis, c'est vraiment simple. La première des choses, il faut savoir d'abord différencier les différents cas des charges. Nous avons premièrement ce qu'on appelle les charges permanentes. OK? Nous avons également les charges d'exploitation. Je vais commencer d'abord par les charges permanentes. À ce qui me concerne, déjà, je sais très bien parmi les charges permanentes, la première charge permanente que j'ai, OK, dans ces projets, eh bien, ça sera tout simplement les poids propres de la dalle. Les poids propres de la dalle. Alors, je vais calculer d'abord le poids propre de la dalle. Alors, pour ce faire, c'est très très simple. La formule est que le PD, c'est-à-dire le poids propre de la dalle, doit être égal à l'épaisseur qui est déjà connu, justement de 15 cm, que nous avons calculé ensemble avec vous, multiplié par la masse volumique du béton. OK, la masse volumique du béton. Alors, la masse volumique du béton est de 2500 kg par mètre cube. OK, vous pouvez même vérifier sur Bayel. Voilà, donc je vérifie que la vidéo soit très très longue, donc je vais faire de mon mieux pour donner tout ce que j'avais prévu. Donc, vous pouvez jeter un coup d'œil, vous allez voir que c'est tellement exact. Alors, pour notre cas ici, d'autant plus que nous travaillons, l'unité que moi j'ai choisi ici, ce n'est que le newton, l'unité des forces, et l'unité de mètre, c'est justement l'unité de longueur, en fait, c'est le mètre. OK? Je réponds, donc comprenez que le newton ici, c'est l'unité de force que j'ai choisi. OK? Je travaille avec l'unité de force, le newton. Et l'unité de longueur, c'est donc le mètre que j'ai choisi. Donc, dès que je remplace, je vais vérifier ensemble avec vous. C'est-à-dire quoi ici? Donc, j'aurai tout simplement l'épaisseur de la dalle. Donc, je prends ça maintenant en mètres. Ça sera donc 0,15 que je vais multiplier directement avec la masse volumique. Ça sera donc 250 000 newtons par mètre carré. 1, 2, 3. OK? Ça me fait donc 3750 newtons par mètre carré. Puisque le mètre et mètre vont tomber. OK? Donc, c'est pour dire que à ce stade, je viens de calculer déjà les poids propres de la dalle. Voici donc les poids propres de la dalle. C'est bon, j'espère jusqu'à là. Alors, deuxièmement, maintenant, je vais calculer aussi les poids du revêtement ou des revêtements. Alors, déjà, il faut comprendre au moins que, à ce qui concerne le poids des revêtements ici, alors, qu'est-ce que je fais ici? D'abord, j'ai pris d'abord l'épaisseur, OK, l'épaisseur des revêtements. Je multiplie ça directement par la masse volumique. OK, comme vous le savez, la masse volumique du béton non armé. Donc, pour les cas précis ici, j'ai travaillé avec une masse justement de 21 000 newtons par mètre carré. Puisque l'unité de force choisie, c'est le newton. Alors, ici, le 0,06 ici, c'est tout simplement en faisant une coupe transversale de la dalle. OK? Vous avez premièrement l'épaisseur. L'épaisseur, justement, et je peux dire comment, l'épaisseur des revêtements, donc des carrilages. Vous avez également l'épaisseur, justement, des mortiers. J'ai pris DD, ainsi que l'autre épaisseur également. En bas, ça fait 2, donc le total, ça me fait justement donc 6 cm. Alors, le 6 cm, je prends ça maintenant en mètres, donc j'aurai 0,06 que je vais multiplier rapidement avec la masse volumique du béton non armé, donc j'aurai 0. OK, 0,06 que je vais multiplier par 21 000 newtons par mètre cube. Voilà, dès que je clique, je trouve une valeur de 1260 newtons par mètre carré. Donc, c'est pour dire que jusque-là, j'ai trouvé le poids, OK, de la dalle, ainsi que le poids des revêtements. Je crois que jusque-là, nous sommes dans les bons. Alors, après ça, maintenant, ce que je suis obligé de faire, eh bien, je suis obligé maintenant, justement, de combiner, en fait, ou d'additionner le décharge. Regardez ce que je fais. Je vais trouver maintenant le grand G. Le grand G n'est rien d'autre que la charge permanente globale. Alors, la charge permanente totale, le grand G, sera tout simplement égal à quoi? Sera tout simplement égal à PD, qui est justement le poids de la dalle, plus P du revêtement, c'est-à-dire le poids du revêtement. OK? Donc, je vais maintenant additionner ici, afin d'obtenir le grand G. Alors, je fais ça ensemble avec vous, c'est-à-dire que j'aurai
750 que je vais donc multiplier par 1260 newtons par mètre carré. Ok, ça me fait tout simplement, attendez, qu'est-ce que je fais? Donc, je dois additionner ça. Donc, j'aurai 3750 que je vais additionner avec 1260. Donc, ça me fait 5010. Donc, j'aurai donc le grand G me donne une valeur de 5010 newtons par mètre carré. Donc, c'est pour dire que là, maintenant, je viens d'évaluer la charge globale permanente de éléments que je suis obligé de tenir compte pendant les dimensionnements. OK? Et après, maintenant, je vais rapidement pondérer, OK, la charge calculée ici. Quelle est la charge que moi, je vais pondérer? Ce n'est que la charge calculée, c'est-à-dire la charge permanente. Comme vous le savez très bien, je suis en train de travailler avec la norme Bayes. OK? Donc, Bayes, il faudrait que vous puissiez utiliser les coefficients de pondération, c'est-à-dire à ce qui concerne la charge permanente, ce n'est que le 1.35, ok? À ce qui concerne maintenant la charge d'exploitation, les qui, c'est le 1.5. Alors, c'est ce que moi, je vais faire ici. Alors, charge pondérée, charge totale pondérée maintenant, à l'état limite ultime, donc justement, c'est que je fais le PI, ok? La charge pondérée sera tout simplement égale à 1.35 G, ok? Le G, ce n'est que la charge permanente, plus le 1.35, le 1.5 qui, le qui, ce n'est que la charge d'exploitation. Alors là, maintenant, je vais directement remplacer ça ici. OK? Je remplace. Donc, dès que vous remplacez le 1.35, multiplié par la charge permanente que nous avons calculée ici. Donc, c'est ça. Plus le 1.5, multiplié maintenant par la charge d'exploitation. Alors, comprenez qu'à ce qui concerne la charge d'exploitation, c'est tout simplement cette charge, cette valeur est fonction de l'usage, donc en fait, des types des bâtiments. Je vous avais dit au début que ça, c'est un bâtiment d'appartement, à usage d'appartement. Donc, c'est classifié dans justement dans le bâtiment, en fait, à peu près collective, raison pour laquelle j'ai opté donc cette valeur de 4000 kilonewtons par mètre carré étant comme charge d'exploitation. Calculons d'abord, comme ça je pourrais vous montrer ça clairement. Donc là maintenant je vais calculer rapidement ici. C'est-à-dire quoi? Je vais calculer. Donc j'aurai 1.35. 1.35 que je vais multiplier par 5010. Ok, ça me donne cette valeur. Ok, que vous allez maintenant additionner, multiplier également le 1.5 multiplié par 4000, ça donne ça. Et vous allez voir qu'une fois que vous additionnez le 2, vous aurez exactement une valeur de 12 764 newtons par mètre carré. Et donc, déjà, à ce niveau, il faut comprendre que c'est ça la charge pondérée. OK? C'est ça la charge pondérée que je viens de calculer. Je pense que jusque-là, tout est OK. Alors, une fois que vous avez pondéré cette charge, regardez maintenant ce que je suis obligé de faire également. Alors, là maintenant, je vais continuer. Je viens maintenant là. OK? C'est comme je l'avais dit justement au début. Il faut comprendre que dans les calculs des structures, il faut bien respecter en fait le principe. Alors, on y va. J'allais placer encore un mot sur la charge permanente. Disons comment sur la charge d'exploitation. Je vais rentrer un tout petit peu afin que vous puissiez comprendre la réalité de ce dont je suis en train de parler. La valeur ici des 4000, comme je vous avais dit, je n'ai pas pris ça au hasard. OK, la charge d'exploitation. Alors, sachant que notre projet de l'immeuble étant conçu justement pour les appartements, comme je l'avais bien dit, il peut être classé donc dans la catégorie des immeubles. OK, les corridors des appartements. Et donc, nous avons adopté, comme je l'avais dit, pour ce dernier, une charge d'exploitation, justement, de qui est égal à 40, donc c'est-à-dire 400 kg par mètre carré. D'où, c'est-à-dire les qui, ok, justement en newton, ça nous donne exactement ça. C'est-à-dire j'ai considéré une valeur de qui est égale à 4000 newtons par mètre carré. Ok, justement, puisque notre bâtiment est classé, donc est conçu pour des appartements. C'est classifié dans les immeubles étant
bien sûr connu. Alors, et après maintenant je vais rentrer également là où on était rapidement, enfin d'achever. Voilà, ici maintenant ce que je fais c'est quoi? Vous avez également l'état limite des services. Ok, là j'ai calculé donc l'ENI. Là maintenant je fais également pour l'LS. L'état limite des services. Pour l'LS aussi, c'est simple. Je vais aller un peu rapidement. Regardez ce que je fais pour l'LS également. Donc, c'est juste question de prendre. La formule sera tout simplement le G. Ok, pour l'LS d'ailleurs c'est simple. Donc, ça sera tout simplement le G. Ok, le G plus qui. Alors, dès que je remplace les deux, donc j'additionne le D, donc j'aurai tout simplement 5010, ok, que je vais additionner avec les 4000. Ça me donne exactement 9010 newtons par mètre carré. Donc là, je viens d'obtenir également la charge des, disons comment, l'état limite des services. Alors, à ce qui concerne le matériau, alors, sachez que le béton, le matériau, ce qui concerne le béton, nous allons utiliser le béton FC28 qui est égal à 20 mégapascal. Ok, qui sera égal à 20 mégapascal. Et puis, à ce qui concerne l'acier, maintenant, nous allons utiliser, ok, l'acier, bien sûr, haute adhérence, FE, qui sera égal à 4000, donc 400, disons 400 mégapascal. Ok, alors, maintenant, les caractéristiques des matériaux ici, par exemple, le béton. À ce qui concerne le béton, déjà, il faut savoir que les calculs se font tout simplement avec la précision. Avec une précision. Alors, déjà, à ce niveau ici, qu'est-ce que je fais? Souvenez-vous, hier, je vous avais montré quelques astuces, quelques trucs hier, qui pourra vous aider de bien maîtriser tout ce que nous allons faire. Je vous avais dit que, déjà à la base, l'ingénieur ne peut pas calculer un projet comme un amateur. L'ingénieur ne peut pas travailler comme quelqu'un qui ne maîtrise pas bien son domaine. Mais il doit travailler avec précision pour permettre aux autres également de maîtriser tout ce qu'il fait. Ok? Cela revient à dire quoi? Par exemple, au niveau à ce qui concerne par rapport au béton ici, alors l'ingénieur ne peut pas travailler en fait en désordre comme je l'ai dit. Il faut maîtriser d'abord ce qu'on appelle le FBI. Représente quoi ici? Le FBI. Ok? Alors, ce que j'aimerais quand même vous dire, si vous avez une idée, puisque je crois que hier, j'en ai parlé également, et pendant que je vous montrais tout ce qu'il faut faire, vous pouvez également me les dire. Mais déjà, il faut comprendre ici, le FBI représente tout simplement une contrainte des calculs du béton, bien sûr, à l'état limite ultime. Ok, donc le FBI, c'est donc la contrainte des calculs du béton, ok, à l'état limite ultime. À ne pas confondre le FBI, justement, et ce qu'on appelle le FTG ou le FTJ. Ça se diffère. Le FBI, je réponds pour la dernière fois, c'est une contrainte des calculs du béton à l'état limite ultime. Donc, la formule, c'est juste question de remplacer. OK? Et après, maintenant, dès que vous remplacez, voilà, donc, nous allons travailler, comme je l'ai dit, avec le béton 20. Alors, la contrainte maintenant ici, la contrainte limite du béton, bien sûr la traction, ok, voilà ce qu'on obtient ici. Dans le 0.08 FE28 plus 0.6, ainsi de suite. Ok? Alors, concernant maintenant l'acier, que pensez-vous de ça? Les F et U. Que représente F et I? Je vous l'avais dit bien hier. Ce sont des termes qu'il faut bien maîtriser puisque les calculs de structure, c'est la précision. Ok, si vous maîtrisez tout ça, en tout cas, vous n'aurez pas trop de problèmes pendant que vous allez calculer vos structures. Il faut maîtriser ça puisque c'est très important. Il ne faut pas dire que non, ça c'est pas important, je n'en ai pas besoin, d'autant plus que moi je vis seulement les résultats, donc je n'en ai même pas besoin. Non. L'ingénieur, c'est quelqu'un qui travaille avec précision. C'est quelqu'un qui travaille avec précision. C'est-à-dire la précision, cela revient à dire quoi? Il faut maîtriser tout ça. Alors pour ça, je ne dis pas, puisque je vous l'aviez déjà dit hier, c'est à vous de écrire ça aux commentaires. Voilà, vous avez toutes les valeurs. OK? Et après, maintenant, on peut évoluer. Regardez maintenant ce qui vient après. Maintenant, nous allons faire les calculs des moments fléchissants de la dalle. Étant donné que vous avez prédimensionné déjà la dalle, j'ai tous les éléments nécessaires.
je peux passer maintenant à l'étape suivante qui consiste tout simplement au calcul des moments fléchissants de la dalle. Regardez comment je vais procéder, les amis. C'est très, très, très important. C'est là où beaucoup de gens ne maîtrisent pas. Alors, nous allons d'abord lire cet énoncé ensemble avec vous. Pour les calculs des moments fléchissants dans des panneaux, nous avons donc utilisé la méthode de Marcus, première version, puisqu'il y a aussi deuxième version, qui revient tout simplement à considérer chaque panneau de la dalle isolement et à calculer le moment fléchissant positif au milieu ainsi que le moment négatif éventuel en bordure du panneau sans se préoccuper de l'influence des panneaux voisins. C'est tellement clair. Alors, on considère donc un panneau de la dalle comme parfaitement encastré, là où donc il est contenu avec un autre et librement appuyé au droit des poutres de rive ou d'un mur en maçonnerie. Alors, l'énoncé de Marcus nous dit ceci. Dans sa première version, Marcus a pu donc établir ou calculer des coefficients de réduction pour des valeurs de moment maximales ou maximum. OK? Alors, dès que je viens ici, regardez maintenant ce que je suis obligé de faire. Calculons maintenant le moment proprement dit de nos panneaux. La première des choses, qu'est-ce que je fais? Attendez, je viens d'abord là. Vous avez vu cet énoncé, donc je rentre maintenant ici. Ce qu'il faut savoir, les amis, je m'en vais d'abord rapidement. Voilà. Ok, je voulais rapidement vous montrer également donc cet abac que nous allons exploiter ici. Là, vous avez les coefficients donnés déjà en termes de valeur, le mi, ainsi de suite. Ok, la méthode de Marcus. Ok, donc c'est cet abac que nous allons utiliser. Ça nous donne exactement tout. Ok, comment calculer les moments justement au milieu, aux appuis et tout ce qui va avec. Alors, regardez maintenant comment je vais procéder. Je vais rentrer rapidement sur notre projet. Ok. Par exemple, dans le calcul des moments, ce qu'il faut retenir. Le point A, au milieu du panneau ou en travers, la formule est celle-ci. Le moment suivant la direction des X sera calculé par cette formule. Kx doit être multiplié par le PI. Ok? Vous connaissez très bien le PI. C'est justement donc la charge pondérée que nous avons calculée tout à l'heure. Multiplié par Lx carré. Mais tandis que les moments suivant la direction des Y, maintenant sera égal à KY multiplié par PI multiplié par LY carré. C'est tellement simple. Alors, que représente maintenant le MX? Le MX n'est rien d'autre que le moment entravé, mais dans le sens des X. Dans le sens des X. Et tandis que le MY, ce n'est que le moment entravé aussi, mais dans le sens de Y. C'est tellement simple. Alors, le point maintenant, le point B, appui du panneau. Aux appuis plutôt du panneau. Au niveau des appuis du panneau, il faut savoir que le moment sera calculé avec les formules suivantes. Le moment dont le mx' sera égal à kx' multiplié par pi, la charge pondérée, multiplié par lx carré, et tandis que le my' sera égal à ky' multiplié par pi, multiplié par ly carré. Ok? C'est tellement simple. Voilà. Mais sachez-le aussi que suivant justement les cas, ok? Nous allons donc utiliser l'alpha ici, qui est égal au petit côté sur le grand côté. Alors, le valeur ici, dans le valeur de kx, ky, kx' et ky' sont donnés justement dans les tableaux en fonction du rapport ρ qui est égal à Lx sur Ly. Et donc, c'est le fameux justement, tableau de Marcus que je viens de vous montrer tout à l'heure. C'est très, 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 très important. Si vous avez besoin de ça, écrivez-moi, comme ça je vais vous l'envoyer sans problème. Donc, c'est-à-dire que tout est simple là, je peux tout simplement le remplacer. Et donc, je viens ici. Voilà, c'est là où j'étais, donc je viens ici. Ok.
Donc, je peux que remplacer. Alors, regardez maintenant ce que je veux faire. Alors, s'il faut maintenant calculer ça, je suis obligé de faire ceci. Je rentre d'abord ici. Ok, je rentre d'abord ici. Attendez. Voilà, je suis en train de visualiser d'abord un truc. Voilà. Alors, la première des choses à faire, c'est quoi? Eh bien, je suis obligé maintenant de calculer la valeur des moments. Ok? Panneau par panneau. Alors, je commence d'abord avec les panneaux, les deux premiers panneaux. Ok? Le point A. Les deux premiers panneaux, donc c'est les panneaux 1 et 7. Ok? Raison pour laquelle je vous avais dit que c'est très très important de numéroter les panneaux. Alors, suivant ces panneaux, vous allez voir que j'ai les deux valeurs. Ok? La portée suivant la direction de X est de 4,15 m. Dans l'autre sens, ça fait 3,85 m. Alors, je vais d'abord trouver justement la valeur de alpha. Pour trouver la valeur de alpha, c'est tellement simple. Donc, je peux que remplacer. Donc, alpha sera justement le petit côté, comme je l'ai dit. Donc, c'est les 3,85 m. Et les grands côtés, c'est les 4,15 m. Alors, je prends rapidement ma calculatrice, afin de vérifier ensemble avec vous. Je vais essayer un peu d'accélérer. Donc, c'est-à-dire que je vais faire ceci. Donc, j'aurai 3,85 m. Ok, que je vais diviser maintenant par 4,15 m. Ça me donne une valeur de 0,90. 0,90, 0,927. Alors, déjà ici, vous allez voir que 0,927 est supérieur, ok, à 0,4. D'où, pour ce cas, déjà, j'ai compris que la dalle portée suivant, justement, les deux directions. C'est-à-dire, elle sera donc portée dans les deux sens. Ok, justement, puisque la valeur trouvée ici est supérieure à 0,4. Alors, là, maintenant, je vais calculer, trouver directement les rho. Les rho par la formule, c'est comme je vous avais dit, donc, sera égal à Lx sur Ly. Dès que je remplace, le Lx, je remplace le Lx, Ly, je remplace, je calcule, je trouve cette valeur. Ok? Je calcule, je trouve directement cette valeur. Voilà, je trouve directement cette valeur. Ok? Que j'ai arrondi donc à 1,1. Ok? Alors, maintenant, à travers la valeur trouvée ici de 1,1, je viens maintenant sur la bague de Marcus. Je viens sur la bague de Marcus. Ok, je trouve maintenant la valeur de rho ici, le rapport de Lx sur Ly, le 1,1. Ok, je descends à partir d'ici. Voilà, les 0,1, ainsi de suite. Je me dis, attendez, pas là-bas. Je descends également ici. Là, je vois déjà les 1,1. Ok, les 1,1. Mais je suis obligé d'abord de vérifier si la dalle porte dans quel sens. Alors, vous allez comprendre que dans les calculs, j'avais dit au moins que la dalle porte dans les deux sens. Dans les deux sens. OK? Et donc, je vais rentrer là-bas également. Voilà. Là, la dalle porte les cas appuyés 4 côtés. OK? Je descends rapidement. OK? La dalle un seul côté. Les deux côtés, c'est ce que moi je cherche. Voilà. Un seul côté. Là, vous avez maintenant la dalle encastrée sur des côtés opposés. Ça, c'est des côtés opposés, hein? Les deux côtés opposés. Mais pour notre cas ici, vous allez voir que, voilà, c'est aussi les deux côtés opposés. Vous voyez, c'est les deux côtés opposés. OK? C'est les deux côtés opposés. Je ne sais pas si vous voyez ici. Voilà. Je vais rentrer ici. Donc, dès que je viens là, je vérifie directement sur la bague. Le 1,1. OK? Les deux côtés opposés, mais il faut chercher beaucoup plus le sens. Voilà, le vrai sens, c'est ça. OK? Donc, la dalle est encastrée sur les deux côtés. Attention, quand on dit des côtés opposés, c'est-à-dire que c'est opposé tout simplement par rapport au sens. Mais ça, ce n'est pas opposé. C'est appuyé, donc c'est encastré des deux côtés, mais non opposé. C'est le cas que nous avons ici. Je vais rentrer pour vous montrer. Vous voyez? Encastré des deux côtés, mais non opposé. Si c'était de l'autre côté, c'est là où on allait parler d'un encastrement opposé. C'est non opposé, donc je suis dans ce cas ici. Dans ce cas ici, je cherche maintenant la valeur de 1,1. Je lis directement la valeur de K, le coefficient Kx est de 0,022. C'est le 0,22 que vous voyez ici. C'est le 0,22. OK?
les KY est de combien? Vous vérifiez également. Vous allez voir, vous aurez dans la valeur de KY 0.0,032, KX'. Ok, vous avez la valeur 0.061, ainsi de suite. Alors, toutes ces valeurs, donc, c'est celle que vous voyez ici. Ok, donc j'ai la valeur de KY, j'ai la valeur de K, donc disons comment, de KX' et de KY'. Donc, c'est comme ça que vous serez à mesure, justement, d'exploiter ou d'utiliser la bague de Marcus. Donc, vous calculez, dès que vous avez calculé déjà votre l'angle, vous calculez déjà d'abord l'angle, comme je l'avais dit. Vous avez l'angle et vous calculez aussi, justement, donc, le mi. OK? Et puis, ça vous donne une idée claire de ce que vous êtes censé de faire. Les amis, je réponds également à ce que j'avais dit hier. Le calcul des structures, dans le calcul des structures, on n'essaye pas. On calcule avec précision. L'ingénieur doit avoir la précision pour ne pas commettre de bêtises. L'ingénieur doit avoir la précision. Donc, pendant que je suis en train de calculer ici, je ne peux pas dire que non, j'essaye. Non. Je suis appelé à bien vérifier tout ça de manière à ce que dans le calcul soit beaucoup plus assuré. OK? Donc, retiens seulement les étapes telles que je suis en train de faire. Et après, vous allez suivre ça calmement. OK? Alors, mais il y a aussi un élément ici. Je voudrais quand même vous expliquer ici. Le alpha que vous voyez ici, je l'avais dit bien sûr hier. J'avais dit ça hier. Les alpha représentent quoi ici? Il faut comprendre que les alpha en réalité, ça représente justement ce qu'on appelle le paramètre de déformation. C'est donc le paramètre de déformation, le PF. Les paramètres de déformation. Mais tandis que maintenant, le rho ici que vous voyez, ok, ça représente tout simplement le lancement du panneau de la dalle. Ça, c'est le lancement du panneau de la dalle. Ok, donc le lancement du panneau de la dalle. Donc, je ne saurais pas écrire, donc, raison pour laquelle je vous lis rapidement comme ça. Donc là, vous avez donc le paramètre de déformation. Et de l'autre côté, vous avez justement donc les lancements, ok, comme je l'ai dit clairement, les lancements du panneau de la dalle. Alors, ce qu'il faut comprendre, la première des choses, il suffit d'abord que vous puissiez trouver d'abord le paramètre de déformation. Vous vérifiez, ça vous donne une idée claire. Si votre dalle est armée, sera donc, je peux dire comment, si votre dalle porte dans les deux sens ou dans un seul sens. Et ensuite, vous calculez également le paramètre de, vous calculez justement directement dans le lancement du panneau de la dalle. Alors, étant donné que cela est fait, et bien là, je peux que remplacer. Je peux que remplacer. Je calcule maintenant les moments suivant la direction des X. Ok, je fais que ça, comme ça pour les restes, nous allons passer rapidement puisque c'est vraiment simple. Je calcule, ok, le moment suivant la direction des X, je remplace directement par la formule que je vous avais montrée. Ok, cette formule ici. Voilà, la formule ici, MX, MY, ainsi de suite. Donc, je remplace directement à partir d'ici. Qu'est-ce que je fais? Je vais prendre ma calculatrice, regardez ce que je vais faire. Vous allez voir que c'est pas compliqué. Donc, le KX pour mon cas, c'est ça. Donc, le KX ici, trouvé est de, je vais remplacer, est de 0,022 que je vais multiplier justement par le PI, c'est-à-dire la charge pondérée, qui est justement de 12 764. Ok, 12 764. Ok, que je vais également multiplier maintenant, cette fois-ci par LX carré. Le LX, ce n'est que la portée LX ici, qui est de 4 mètres 15. Mais ça sera maintenant au carré. Dès que vous calculez, et vous aurez directement cette valeur. Je calcule également les moments suivant la direction de Y. Ok? Et puis vous calculez également les moments prime ici et le moment Y prime. Dès que vous trouvez toutes ces valeurs, c'est déjà bon. Et puis vous passez maintenant. Alors ce que je fais, c'est quoi? Là, je viens de calculer pour les premiers panneaux. Et bien, je fais la même chose pour le deuxième panneau. Les panneaux 2 et 5. Puisque je vous avais dit que ça, c'est un bâtiment, justement, symétrique. OK? Ici également, je vais procéder de la même façon. C'est juste question de vérifier ici. Déjà, je vois clairement que le dalle ou le panneau porte dans les 4 sens. Dans les 4 sens. Et donc, à partir d'ici maintenant, je remplace, je calcule premièrement, comme je l'ai dit, les paramètres de déformation, les alpha ici. Ça sera tout simplement, ok, le petit côté sur le grand côté. Donc, le petit côté sur les 3,85 m,
Les grands côtés, c'est les 4 mètres. Dès que je calcule, je trouve une valeur de 0,962. Toujours supérieur, d'où la dalle porte dans les deux sens. OK? Alors, je m'en vais maintenant dans les tableaux afin de vérifier rapidement le lancement du panneau de la dalle. OK? Je calcule d'abord ici. Je remplace par les deux valeurs ici. Je trouve cette valeur. J'arrondis à 1. Alors, je m'en vais également sur la BAC. Je descends maintenant. Je vais chercher un panneau encastré dans les 4 côtés. Voilà. Le panneau encastré dans les 4 côtés est là. La valeur trouvée ici est de 1. 1, je crois. On a trouvé une valeur de 1. Voilà, une valeur de 1. OK? Et donc, je fais la même chose ici. De 1, voilà. Kx est égal à combien? Est égal à 0,020. Ky, 0,020, ainsi de suite. Et donc, je viens là maintenant pour remplacer. Vous remplacez tout simplement. Vous remplacez tout simplement ici. Attendez, c'est pas là-bas. Voilà, vous remplacez tout simplement. OK? Vous remplacez tout simplement. Et alors, dès que vous remplacez, eh bien, vous allez directement calculer. OK? Vous calculez directement ici. Donc, c'est pas compliqué, les amis. C'est vraiment simple ici. Donc, là également, je remplace directement pour calculer. Et puis, je trouve le valeur que vous voyez ici. OK? Dans la même procédure ici, vous avez déjà la valeur de KY. Vous avez la valeur de KX. Et puis, vous calculez. Dans la même chose, les amis. Alors, je vais passer rapidement concernant tout ce que j'ai pu calculer déjà. OK, je viens là, hop, voilà, je peux également, on va voir ça, j'ai calculé, je viens directement ici. Là également, je fais la même chose, hein, la même chose. Regardez maintenant ici, pour ces cas ici, vous allez voir que pour les panneaux 3 et 4, OK, c'est vrai que l'encastrement est d'un seul côté. Dès que vous avez donc j'ai déjà donc mes valeurs, OK, mes valeurs, mes deux valeurs, ici. Voilà, donc je remplace tout simplement pour trouver d'abord les paramètres de formation, les alpha ici. Alors, une fois alpha est trouvé, OK, d'où, alors, pour ce cas ici, vous allez comprendre que la dalle porte dans un seul sens, OK, un seul sens, c'est seulement ici, OK. Dans les calculs également, j'ai trouvé une valeur de 0,25 qui est inférieure à 0,4. Donc, cela revient à dire que, d'autant plus que ce n'est pas supérieur, comme dans d'autres cas, d'où la dalle porte dans un seul sens, dans celui de la petite portée. Et donc, pour ce genre de cas, il faut comprendre que, justement, le panneau doit se calculer comme une poutre de section rectangulaire. C'est considéré comme une poutre de section rectangulaire. OK? Donc, étant donné que notre panneau est encastré d'un seul côté, OK? Donc, suivant bien sûr la portée, OK? Et donc, ça sera calculé comme justement une console. Comme une console. Vous voyez, ce que je fais, c'est quoi? Je prends d'abord sa portée ici. OK? Le 1 mètre ici. C'est ça, le 1 mètre. Et puis, je remplace directement le PI. Le PI, c'est justement la charge pondérée. Et donc, je vais directement calculer. Ici, maintenant, si je vais calculer les moments suivant, bien sûr, la direction, les moments suivant la direction des Y, donc les moments aux appuis, et bien, c'est simple, non? C'est juste question de faire donc le moins PL carré sur 8. OK, moins PL carré sur 8. Mais tandis que si je vais calculer maintenant les moments entravés, donc ça sera tout simplement le 9 PL carré sur 128. OK, c'est la résistance du matériau. Donc, regardez bien ces formules. Vous allez voir que c'est vraiment exact. Voilà. Alors, là, je peux que remplacer. Et là, j'ai directement remplacé. Aussitôt remplacé, je trouve que le moment aux appuis, j'ai trouvé une valeur négative exactement, puisque c'est au niveau des appuis. Il y a déjà le moment négatif dont on parle, le fameux moment négatif. J'ai trouvé une valeur de 1596 Nm. Tandis qu'en travers, j'ai trouvé une valeur de 897 Nm. OK? Voilà. Là, c'est bon. Alors, après ça, j'ai maintenant le panneau 18 et 20. Pour les panneaux 18 et 20, je vais procéder de la même façon. Donc, il n'y a rien à modifier ici. Donc, je procède de la même façon. Mais seulement après vérification ici, après avoir calculé tout ce que je viens de dire ici, le constat est que je me suis rendu compte que la dalle également, et la valeur trouvée, donc l'alpha calculé, la valeur trouvée est inférieure justement à la limite.
Ok, donc la valeur sort inférieure à la limite. Et donc cela revient à dire quoi ici? À ce qui concerne justement le paramètre de déformation, ici, j'ai trouvé une valeur de 0.20 qui est inférieure à 0.4, d'où la dalle porte dans un seul sens aussi. Le sens n'est pas fonction de tout ce que vous voyez ici, hein, donc j'aimerais quand même signaler ça les amis. Le sens n'est pas fonction tout simplement de l'encastrement que vous voyez ici, puisque la dalle est encastrée des 4 côtés, et donc déjà vous allez dire que non, la dalle porte aussi dans les 4 côtés. Non, il faut calculer d'abord le paramètre de déformation. C'est à travers ces paramètres de déformation que vous aurez au moins la possibilité de comprendre réellement si la dalle porte dans combien de sens. Alors, étant donné que la dalle porte dans un seul sens, et donc la procédure reste justement la même. Ok? Donc ça sera calculé tout simplement comme justement donc une poutre reposant sur les appuis tels que représentés ici. Ok? Dans l'autre sens. Voilà, une fois calculé ici, la même formule, mais cependant que vous allez voir d'autant plus par rapport à cet encastrement des deux côtés. Et donc, cela revient à dire quoi? Les moments aux appuis sera calculé tout simplement par cette formule, moins PL carré sur 12, ok, contrairement à ce qu'on avait vu précédemment. Et les moments entravés, maintenant, sera calculé par l'autre formule. Donc, justement, on aura le PL carré sur 24. Donc, dès que je remplace, je trouve les deux valeurs au même moment. Vous avez donc le moment aux appuis et le moment entravés. Vous voyez? Donc, j'en passe maintenant. Alors, à part ça, également, j'enchaîne. Ici, rien ne change. Dans la même procédure. Vous calculez tout simplement ce paramètre de déformation. OK? Tout en regardant bien sûr la bac. Vous voyez? Donc, à ce niveau ici, maintenant, ce que je fais, c'est quoi? Je commence d'abord avec le paramètre de déformation. Étant donné que la valeur des paramètres de déformation est trouvée, je calcule aussi les lancements du panneau de la dalle. OK? Et puis, je m'en vais vérifier directement sur la bac de Marcus. Je prends mes coefficients et je reviens ici. Et bien là, je reviens directement pour calculer. Et puis, je trouve mes valeurs. OK? Voilà. Donc, c'est comme ça qu'il faut procéder. Alors, si je vais enchaîner, je viens là. Voilà, je viens maintenant là. Pour les panneaux 11 et 16, la même procédure. Ici, il n'y a rien à dire, hein, donc c'est la même procédure. Alors, je vais changer les panneaux. Je prends maintenant panneaux 10 et 17. La même procédure aussi. Mais seulement que, une fois calculé le paramètre de déformation ici, je me rends compte que la valeur, l'alpha sort également inférieure à 0.4. D'où la dalle porte également dans un seul sens. C'est lui de la petite portée. Donc, c'est ça en fait la procédure. Il faut comprendre qu'à chaque fois que vous calculez le paramètre de déformation et que vous trouvez une valeur inférieure à 0.4, cela revient à dire que votre dalle porte dans un seul sens. Et donc, ça sera calculé différemment si et seulement si que la valeur de déformation sort supérieure. Vous voyez? Là maintenant, ça sera également calculé comme une console. Et donc, la même formule qu'on avait utilisée précédemment. Donc, la procédure sera la même. Le moment aux appuis, ça sera tout simplement le moins PL carré sur 8. Le moment entravé, ça sera tout simplement 9 PL carré sur 128. Je calcule, je trouve des valeurs, et puis j'en passe. Maintenant, pour les panneaux 21 et 24, panneaux 21 et 24, ici, rien à dire, la même procédure. Donc, j'utilise la bac de Marcus, d'autant plus que le paramètre de déformation sort supérieur. OK? Alors, j'en passe également. Là, maintenant, je prends les panneaux 22 et 23. Exactement la même procédure. Je change maintenant de panneau. Je prends cette fois-ci panneaux 13 et 14. La même procédure. Je peux changer de panneau. Je prends panneaux 8 et 9. OK? Panneaux 8 et 9 également portent dans un seul sens. Donc, j'applique la même formule. C'est une console. OK? Donc, toujours le PL carré sur 8 et 9 PL carré sur 128. Alors, j'enchaîne maintenant. Là, panneau 25 et 26. Voilà, la même procédure également porte dans un seul sens. Donc, j'applique la même formule. L'autre panneau là, donc vous êtes obligé de faire ça pour tous les panneaux. Panneau 27 et 28. Ici, je vais utiliser la bac de Marcus. OK, pour avoir mes coefficients. Et puis, enchaîner. Là, maintenant, panneau 4. OK, panneau 4 ici.
la dalle porte dans un seul sens, ok? D'où la dalle porte dans un seul sens. La même formule, donc le PL carré, voilà, donc voilà. Comprenez qu'à ce niveau ici, il ne s'agit pas justement donc d'une console, ok? Ici, donc, ça ne sera pas les moins, ça sera tout simplement le PL carré sur 8, ok? Puisque déjà, le moment au point A sera nul, le moment au point B également sera nul. Je calcule, une fois trouvé, voilà, là c'est 27 comme je l'avais dit. Ok, les panneaux numéro 4, c'est les panneaux que je viens de calculer tout à l'heure. Voilà. Alors, étant donné que j'ai terminé tous mes panneaux, ok, une fois que vous terminez tous les panneaux, maintenant, je suis obligé de rassembler, en fait, de rassembler toutes les valeurs. Toutes les valeurs. Donc, je fais un tableau récapitulatif des moments que moi j'ai calculés. Ok? Donc là, vous avez premièrement les numéros des panneaux. De l'autre côté, vous avez les valeurs des moments, moment suivant la direction des X et le moment suivant la direction des Y. OK? Ensuite de suite, vous avez aussi deux valeurs. C'est pour dire que les moments entravés et les moments aux appuis. Vous avez tous les moments nécessaires. Alors, une fois que les moments sont trouvés, maintenant, je suis obligé de faire maintenant, de passer au calcul des armatures. Mais avant de calculer, regardez d'abord ce que je peux également vous montrer. Avant de calculer ça, à ce niveau ici, il faut comprendre que le MX, ok? Attendez, je vais faire ça clairement pour que vous puissiez comprendre une fois pour toutes. Sachez-le seulement que les MX et MY représentent les valeurs de moments en travers. Mais tandis que les X et les Y représentent les valeurs des moments donc aux appuis. Ok? Comme les croquis l'indiquent ici. Voilà, donc ici vous avez les moments aux appuis. Ok? Suivant la direction des Y. De l'autre côté, vous avez les moments en travers, suivant la direction des Y, des X plutôt, là c'est Y. Et ici, vous avez dans le moment aux appuis, suivant la direction justement des X. Cependant, de l'autre côté, vous avez les moments en travers, suivant la direction des Y. Donc c'est un très bon résumé. Ok? Alors maintenant, nous allons voir ensemble avec vous comment calculer maintenant les armatures. Alors, comment procéder maintenant pour les calculs des armatures? C'est encore simple. Alors, là maintenant, on calcule les armatures des panneaux, des références qui sont justement le plus sollicités. Donc, c'était les panneaux 1 et 7. Tout en se référant au tableau que je viens de vous montrer tout à l'heure là. Le tableau récapitulatif. Alors, pour bien calculer les armatures, nous sommes obligés de séparer les deux armatures, c'est-à-dire les armatures en travers, ainsi que les armatures aux appuis. Je commence d'abord avec les armatures en travers. Déjà, il faut comprendre ici, je vise d'abord le sens. Les armatures en travers, les points A, c'est d'abord dans le sens des X. La première des choses, je prends d'abord la charge pondérée, le PI, qui est égal à 12 764. OK? La charge, le PS, OK? Donc, pondéré, ça c'est en LI et ça c'est en LS. 9010 newtons. Et puis maintenant, le moment max ici, le MX, qui est égal à MU, égal à 4836 newtons mètres. OK? C'est justement parmi les valeurs que je viens de vous montrer tout à l'heure. Et aussi, vous avez donc la caractéristique du béton, 20 mégapascal, de l'acier, donc 400 mégapascal, la limite élastique. Alors, le alpha B ici, donc gamma B, ok, c'est justement est égal à 1.5. 1.5, souvenez-vous en fait de tout ce que je vous avais montré hier. Ok? De tout ce que je vous avais montré hier pour ne pas confondre de ce que nous allons calculer. Alors, maintenant je vais faire quoi ici? Pendant les calculs, je suis obligé au moins de me référer tout simplement à des notions, quelques notions élémentaires. Mais cependant, il faut comprendre, au moins je ne sais pas si vous avez oublié ce que je vous avais dit hier, mais juste j'aimerais rappeler, le gamma B ici, ça représente tout simplement, et donc les coefficients de sécurité pour
le béton. C'est les coefficients de sécurité pour le béton, c'est les gamma B. Tandis que les coefficients du béton pour l'acier, c'est donc les gamma S. Ok, donc c'est les gamma S. Ça, c'est pour l'acier et là, c'est pour le béton. Voilà. Maintenant, je peux calculer directement. Alors, pour calculer les armatures, je vais faire quoi ici? D'abord, étant donné que je suis en train de calculer les armatures justement pour la dalle, alors déjà, il faut comprendre au moins que je vous avais dit hier que les A et B, ok, représentent tout simplement, ce sont des dimensions, ok, les dimensions généralement, ça peut être de la semelle ou de la colonne, donc ça dépend. Mais pour ces cas ici, le B que vous voyez ici, c'est tout simplement la largeur des pas, dans la largeur minimale, je dirais donc de la table de compression, ce que nous allons utiliser pour les calculs des armatures. Ok, donc on considère tout simplement la bande d'1 mètre. Donc, comment maintenant je vais faire ici? Alors, si je vais calculer, ok, les armatures d'abord en travée, alors, je suis obligé tout simplement de remplacer, d'abord de maîtriser la formule que vous voyez ici. Ok. Alors, d'abord, le FBI, comme je l'ai dit chaque fois, donc la contrainte des calculs du béton à l'état limite ultime sera égale à quoi? Donc, je remplace tout simplement par cette formule, hein, donc le FC28, le 20 mégapascal que vous voyez ici, vous remplacez sur 1.5 qui est donc ce coefficient, vous aurez une valeur de 11.33 mégapascal. Étant donné que cela est trouvé, donc, je peux également trouver également le FEI. Ok, le FEI. Donc, hier, je vous avais expliqué très bien le 2. Ok, vous avez donc pour les bétons et pour l'acier. Ok, donc ça fait 348 mégapascal. Alors, et après maintenant, je passe directement ici. Ok, comment maintenant je serai à mesure de calculer maintenant les UBI? Le UBI, je vous avais dit hier, ce n'est que ce qu'on appelle le moment réduit. Le moment réduit sera calculé par cette formule. Pour calculer le moment réduit, justement, de la dalle, ça sera calculé par cette formule. Donc le MU, ok, le moment ultime sur le FBI, ok, c'est-à-dire le FBI dont je viens de parler, la contrainte des calculs du béton à l'état limite ultime, multiplié par le B, le 100 mètres, multiplié par 2 carrés. Ok? Alors, déjà, sachez que nous savons que la dalle se calcule par une bande d'1 mètre, comme je l'ai dit. On a donc 1000 cm qui représente tout simplement 1 mètre linéaire, dans le 100 que vous voyez ici. Ok? Ça représente le 1 mètre linéaire. Voilà, dans la configuration, c'est ça. Ok? Vous aurez donc 1 mètre ici, ainsi de suite. Ok? L'arrobage, l'épaisseur H0 de 15 cm, l'arrobage, ça sera 13, ainsi de suite. Alors, maintenant, à ce niveau ici, si je vais par exemple calculer directement, comment maintenant je serai à mesure de trouver rapidement la valeur UBI, ok, dans le moment réduit, comme je l'ai dit. Le moment réduit sera égal à cette valeur, donc je remplace tout simplement. Donc vous remplacez, vous avez tous les éléments, vous remplacez tout simplement, et puis on trouve une valeur de 0.025. Ok? Nous trouvons donc la valeur de 0,025. Et donc, déjà, par conséquent, ici, comme conclusion, je viens de trouver ici que cette valeur sort, donc inférieure, ok? Inférieure tout simplement à UL. Ok? Donc, souvenez-vous tout simplement de tout ce que je vous avais montré hier. Donc, pour bien comprendre tout ce que je suis en train de dire et faire, je vous prierai de suivre d'abord la première leçon, c'est que j'avais posté hier, qui pourra vous aider de bien maîtriser la notion des symboles et tout ce qui va avec pour ne pas vous perdre, puisque si vous perdez, sachez que ça ne serait pas bon pour vous. Ok, donc cela arrive à dire quoi ici? La section sera simplement armée, d'où elle n'a pas besoin de armatures comprimées. Ok, d'autant plus que ça sort, c'est-à-dire le moment réduit ici sort inférieur à IL. Ok, donc je suis tombé dans le cas des pivots A. Donc ça veut dire quoi? Une fois tombé dans les cas des pivots A, et donc je suis obligé maintenant de continuer les calculs. Alors, maintenant, à ce niveau, je vous avais également montré en fait ce qu'on appelle la contrainte tangentielle, limite hier. Ok?
la contrainte tangentielle limite hier, à quoi ça ressemble. Ok, donc pour que vous puissiez les calculer sans avoir de difficultés. Ok, mais aussi vous avez la possibilité de calculer aussi ce qu'on appelle le Z, donc qui représente tout simplement le bras des leviers. Ok, donc les Z c'est les bras des leviers, donc il faudrait également que vous puissiez les calculer. Alors, dès que je calcule directement le alpha ici, je remplace par cette formule. Voilà, donc je trouve une valeur de 0.031. Alors, je calcule directement le bras des leviers. C'est vraiment simple, on va essayer un peu d'aller rapidement. Le bras de levier, ça me donne une valeur de 12,83 cm. Et donc, la section d'armature sera tout simplement, la section sera égale à MU sur F et U multiplié par Z qui est le bras de levier. OK? Dès que je calcule, je trouve une section d'armature de 1,08 cm². Donc, à travers cette section d'armature, je peux directement ressortir le nombre de barres que moi, j'ai besoin. Je peux ressortir le nombre de barres ici. C'est vraiment simple, c'est pas compliqué. OK? Alors, mais qu'à cela détienne, je peux évoluer. Alors, déjà, le barre diamètre 8, comme je l'ai dit, donc pour trouver sa section, donc c'est juste question de faire le pi demi, donc c'est-à-dire le pi multiplié par le diamètre carré sur 4. OK? Une fois que vous remplacez avec la formule, je trouve une valeur de 0.5 cm². Donc, le S sera égal à 0.5 cm². Et là, directement, je calcule enfin de trouver également la section, OK, de l'espace net, de l'espace plutôt en mètres. OK, donc ça fait 2.01. OK, donc je trouve cette section qui est donc inférieure. Donc, la première section trouvée, le 1.08 cm², sort inférieur à 2.01 cm². Alors, comme vous le savez, l'ingénieur, c'est la précision, mais aussi l'ingénieur ne peut pas calculer ou dimensionner avec les éléments incomplets. Et donc, d'où je vais considérer la section de 2.10. Donc, ça me donne tout simplement les armatures minimales, 4 barres. OK, 4 barres de 8 ici. OK, 4 barres de 8. Donc, là, c'est-à-dire que c'est tout simplement au niveau de entravé. Alors, dans le sens des X. Maintenant, je vais faire la même chose également dans le sens des Y. Suivant la direction des Y également, c'est simple, c'est pas compliqué. Je fais la même chose. J'ai la valeur. Donc là, maintenant, les MU sera égal à 6054. Je remplace comme on avait fait. Voilà, dès que je remplace. Et puis, je vais calculer. Donc, c'est comme je viens de dire là tout à l'heure. Au sens, le point B également, je vais faire la même chose dans le sens des Y. Donc, j'applique exactement la même procédure jusqu'à trouver directement aussi sa section. OK? Alors, une fois que la section est trouvée ici, je peux calculer comme je viens de vous montrer tout à l'heure. Donc, la section minimale est trouvée. Je fais la même chose maintenant aux appuis. Aux appuis aussi, je vais procéder de la même façon jusqu'à tel point que je vais calculer maintenant la section d'armature sera. Donc, ça, c'est au niveau des appuis. OK? Alors, vous pouvez vérifier, calculer aussi le nombre de barres à ce qui concerne justement donc les cadres et tout ce qui va avec. Ou par exemple, disons comment ce qui concerne les armatures, suivant bien sûr l'essence des Y. OK? Et ensuite, là, j'applique la même chose, le moment réduit et tout ce qui va avec, jusqu'à tel point que je viens maintenant ici pour la disposition des barres chapeau. Très important. Alors, sachez-les seulement que pour avoir la longueur des barres chapeau, en réalité, qu'est-ce qu'on fait? Prenons l'exemple dans les cas où, prenons l'exemple dans le bar chapeau désigné entre les panneaux 11 et 12. Vous pouvez choisir même d'autres panneaux. OK, d'autant plus que les premiers panneaux, sa largeur, sa longueur est de 4,15 m, largeur 4 mètres. Et donc, je suis obligé de faire ceci. Donc, L1 sera égal à 4 plus L2 sur 4. Donc, c'est-à-dire que le L1 ici sera égal à 4 mètres 15 divisé par 4 plus 4 mètres divisé par 4 et ça me donne directement une valeur minimale de 2 mètres. OK? Alors, les tableaux maintenant récapitulatifs, des sections d'armature à fonction bien sûr des moments, sera exactement, voilà, dans le numéro de panneau. Le panneau le plus sollicité, c'est 1 et 7, le même panneau. Donc, vous avez toutes les valeurs. Vous avez donc le moment suivant, les moments bien sûr en travers, suivant la direction des X. OK? Donc, 4 barres de 8 par mètre.
Et puis là, vous avez les moments entravés suivant la direction des Y. Et vous avez les moments aux appuis suivant la direction des X et les moments aux appuis suivant la direction de Y. Alors, regardez maintenant le plan d'armature de la dalle, comment est représenté. Vous voyez comment est représenté le plan d'armature de la dalle, les amis. Voilà, donc j'espère que c'est simple et il n'y a pas assez de complications. C'est vrai que la vidéo a été tellement très longue, mais je voulais vraiment qu'on essaie un peu de terminer rapidement ce chapitre. Voilà, donc merci chers amis de votre disponibilité. Mais néanmoins, si je m'en vais de l'autre côté, il y a une petite légende également que je fais, justement qui pourra vous permettre de bien comprendre tout ce qu'on a fait. C'est-à-dire quoi? La légende pour le bar 1 et 2, vous avez dans les longueurs ainsi de suite. Vous voyez? Donc, j'espère que c'est ici où nous mettons fin avec le chapitre 1 à ce qui concerne l'étude de la dalle, les amis. Merci de votre disponibilité. Passez une excellente soirée. Au revoir.